Chapitre 9. Lupin s'accrochait à la barre du bateau qui avançait à vive allure, la proue inclinée vers l'avant. Le vent agitait ses cheveux blonds, asséchés par l'action conjuguée des embruns et du soleil. Ils avaient perdu quelques heures à harnacher les nargales, mais ça en avait valu la peine. Ils naviguaient maintenant à bonne vitesse sur une mer calme. Lupin en avait assez peu profité les 3 premiers jours où le roulis l'avait rendu malade à vomir tout ce qu'il pouvait. Cela eut pour principale conséquence négative de lui faire sentir une seconde fois le goût des plats répugnants que le vieil homme concoctait. La cuisine du pêcheur était particulièrement itinérante, exploitant les moindres ressources du milieu marin à sa portée. Les saveurs, voire à l'occasion la toxicité des aliments, étaient secondaires pour lui. « Allez, cocotte !» À l'avant du bateau, pêcheur haranguait les nargales, harnachées pour qu'elles ne flémardent pas. Lupin avait pour rôle de maintenir la trajectoire du navire. Lupin fut étonné du savant mélange de connaissance des cordages et de menaces de mort que Pêcheur déploya pour dissuader les immenses créatures marines de plonger et de faire sombrer l'embarcation. Le fait est que les nargales n'essayèrent pas une seule fois. Elles jetaient parfois des œillades vers le bateau pour surveiller le vieil homme. Quand elles l'apercevaient, elles semblaient apeurées. Lupin en était persuadé. « Gamin, les filles fatiguent. On va quand même continuer encore un peu, mais faudra faire une pause avant qu'elles ne clament d'épuisement. » Lupin n'avait pas grand-chose à faire à son poste. Les récifs à éviter se révélèrent rarissimes. Son rôle était avant tout de garder le meilleur cap possible. Pour ce faire, Pêcheur lui avait appris à s'orienter à l'aide d'un bulot-boussole dont la coquille pointait toujours vers le sud-est. Lassé par ce cheminement en ligne droite, son esprit avait besoin de dériver, ce qu'il fit tout en tripotant machinalement son médaillon. Ses songes éveillés le ramenaient constamment vers Célène. Il espérait qu'elle allait bien. Il ne pouvait pas en parler avec le vieil homme. L'amour était un sujet qu'on n'abordait pas avec lui. De toute façon, toute conversation ne portant pas sur la dévorante passion du pêcheur était vouée à l'échec. La pêche était le centre de son univers. Lupin crut revoir Célène penchée sur lui, ouïr sa douce voix. Elle pleurait, mais semblait heureuse. Il se focalisa sur la partie sonore de son songe éveillé. Mais s'il imaginait les lèvres de Célène, il lui fallut un long moment pour avoir enfin l'impression de l'entendre chanter. Sa voix était sublime, captivante, presque envoûtante. Il ferma les yeux pour mieux l'écouter et se concentra pour en comprendre les mots. Mais il avait beau s'y efforcer, le sens des paroles lui échappait toujours. « Qu'est-ce que tu fous, guignol? Tu nous diriges droit vers un récif !» Lupin sursauta. S'était-il endormi ? Il lui semblait encore entendre la douce mélodie de sa bien-aimée. Il se sentait engourdi. C'est la musique qui... Ce sont des Ningyo, du con! On frôle un archipel du nord d'Asia. Ce sont des genres de sirènes. Des sirènes? Non. C'est le chant de Célène. Elle m'appelle. Sa voix vient de par là. Lupin, hypnotisé par le charme des Ningyo, braqua à nouveau en direction du récif. Résiste! Elles tentent de t'attirer avec leur vocalise de crécelle pour nous bouffer. Décidément, dès qu'il y a un piège mortel, tu te fous dedans, toi. C'est pas possible d'être à ce point nigo. Lupin ne répondit pas. Le vieil homme lâcha ses rênes. Allez-y à fond, les titines! Il se leva et marcha vers la poupe, en direction de Lupin. Une énorme claque à tennis dernier au visage, le sortant de sa torpeur. La main, à la peau calleuse, d'une dureté inégalée, imprima une belle marque rouge à Lupin, qui eut confirmation que Pêcheur possédait une force prodigieuse. Tu veux une seconde torgnole? Lupin se sentait maintenant bien réveillé. Il déclina la proposition de son capitaine. Comment faites-vous pour résister à leur voix? Je peux pas les blairer, moi, les Ningyo! C'est simple, leur chair n'a aucun goût et ça me fout en colère de manger quelque chose de joli, mais qui est pas bon. Tu comprends? Lupin opina quelque chose qui ne ressemblait ni à un oui ni à un non. Le vieux pêcheur se pencha alors sur le bastingage. On apercevait clairement le récif à présent. Entouré de débris d'embarcation et de quelques squelettes indéterminés, les superbes créatures marines offraient leur opulente poitrine à leur vue pour faire diversion. La bouche de Lupin resta béante les quelques minutes où il contempla ce spectacle. Pêcheur le regarda, puis observa les sirènes. Hé, Kono! Dis-moi pas que je t'ai reperdu! Oh, les jeunes, ils ne pensent qu'à ça! Il cria alors à plein poumon. Oh, les morues! Vous auriez pu vous raser les algues en décomposition que vous avez sous les bras! Vous êtes belles comme des rascasses! Allez donc frayer plus loin ou je vous cuisine façon meunière! Il conclut sur un bras d'honneur. Les sirènes interrompirent leur lascive minauderie musicale
manifestement vexées. Bien que distant du récif, Lupin eut l'impression de voir rougir plusieurs d'entre elles. Leur charme redoubla d'intensité. À cette écoute, Lupin se sentit hypnotisé, totalement à leur merci. « J'ai pas dû être assez clair. Je n'ai pas de temps à perdre. Savez-vous qui je suis? On m'appelle Pêcheur. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de moi. Alors barrez-vous, bande de gros tons !» Leur mélopée s'arrêta net sur une cacophonie de fausses notes. Les Ningyo passèrent du rouge au livide. « Eh ouais, les morues, je suis bien ce pêcheur !» Elles quittèrent immédiatement leur rocher, prises d'une peur panique, plongeant dans l'eau et disparaissant à toute vitesse. « C'est ça! Barrez-vous, boudin des mers !» Lupin sortit peu à peu de sa torpeur. « Que s'est-il passé? Tu veux un taquet pour te souvenir ?» Non, c'est bon, ça me revient. Il y avait ces belles femmes et cette mélodie entêtante. De la magie, c'est ça? T'es un génie, Kono! Maintenant, on va s'éloigner de la zone parce que ces espèces de morues sont très rancunières. Elles ne sont pas dangereuses pour moi, mais toi, tu ne m'as pas l'air taillé pour affronter de la femelle de compète. Tant pis si les titines sont fatiguées, la pause attendra, je vais les pousser encore. Pêcheur retourna à son poste de guidage et intima l'ordre aux nargals d'accélérer leur nage. De cette rencontre, Lupin ne garda qu'un sentiment de manque. L'épisode avait réveillé en lui son désir de retrouver Sélène. Je n'arrête pas de te dire que les donzelles sont dangereuses. Vas-tu me croire à la fin, au lieu de te rendre bredin dès que tu croises le début d'un quart d'une mamelle? Lupin ne répondit pas. Peut-être le vieil homme a-t-il raison? En plus, aux dernières nouvelles, je n'ai pas encore été capable de parler à Sélène sans bégayer. Peut-être les filles ne sont tout simplement pas faites pour moi? Lupin se perdit dans ses pensées. Quelques heures passèrent. L'embarcation filait toujours à vive allure. Pêcheur finit par tendre les cordages qui lui servaient de rênes, et le convoi stoppa net. Les nargals crachèrent de l'eau par leurs évents et roulèrent sur elles-mêmes pour se réchauffer le ventre. Elles étaient épuisées. Bon, on est arrivé exactement aussi loin que je le souhaitais. Je pense qu'on ne tirera plus rien de nos bestioles, je les relâche. Il n'y a toujours pas le moindre souffle de vent? L'interrompit Lupin. On va faire quoi? Attendre? Non! On va changer de monture! Ici? Ouais! Le vieillard souleva une trappe et accéda sous le pont. Il en tira un baquet avec un couvercle retenu par une cordelette fermement nouée. Le bois gonflé indiquait la présence d'eau à l'intérieur. Il enleva le clapet et en sortit 2 mollusques vivants d'un bleu prononcé qui se mirent à agiter des tentacules en tous sens. Qu'est-ce que c'est? Ça, mon Jojo, ça permet de respirer là-dessous. Un argonaute que ça se nomme. Ah bon? Comment? Comme ça! Il lui jeta un des 2 mollusques au visage. Lupin se mit à hurler alors que le céphalopode s'accrochait de tous ses membres à sa face et enserrait son crâne. Ses cris furent vite étouffés quand l'octopode se colla sur sa bouche. Ses tentacules s'insinuèrent jusqu'à lui obstruer les tympans et les narines. Lupin essaya de l'enlever, tant bien que mal, sans y parvenir. La sorte de pieuvre était extrêmement puissante. Ses ventouses s'arrimaient fermement à lui. Chaque fois qu'il réussissait à en décrocher quelques-unes, l'animal resserrait davantage sa prise. Il se débattit quelques instants, ainsi, avant que Pêcheur n'intervienne. Il lui arracha l'argonaute d'un coup sec, ce qui lui fit un mal de chien. Son visage se retrouva constellé de marques en forme de petits ronds. « Mais vous êtes dingue! Tu pèses combien ?» Lupin répondit en se frottant les yeux, ne voyant pas Pêcheur se pencher sur sa cheville. « Dans les 110 livres environ, pourquoi? Ça devrait le faire maintenant. Maintenant que quoi? » Lupin regarda le vieil homme. Sans gros effort de sa part, il portait une pierre taillée dans un cristal translucide, apparemment très lourd, et dans lequel une chaîne était scellée. Il constata qu'elle était maintenant reliée à sa cheville par une menotte. Lupin voulut objecter, mais Pêcheur lui recolla le drôle de poulpe bleu sur le visage. Lupin se débattit à nouveau. Il cessa, en voyant Pêcheur ouvrir d'une main la porte du bastingage. Lupin écarquilla les yeux de terreur. « Et surtout, pense bien à inspirer par la bouche et expirer par le nez. Je te rejoins, faut que je chope un truc. » Pêcheur jeta l'espèce de boulet cristallin par-dessus bord. Lupin tomba à la renverse et chercha des prises qu'il ne trouva pas. Il glissa sur le pont, immédiatement entraîné vers la mer par le poids du lest. Au dernier moment, Pêcheur le retint par un bras et lui parla. Lupin n'entendait rien avec les tentacules du poulpe qui s'étaient enroulés sur ses oreilles. Pêcheur lui montra 2 coquillages nacrés. Ils étaient vivants. Il les lui mit dans la main qu'il tenait et lui sourit à pleines dents, tout du moins ce qui lui en restait. Il lâcha sa prise. L'eau submergea Lupin. Il coula à pic et commença à paniquer. Il tenta d'enlever la menotte à sa cheville sans succès. Au bout d'un moment, il manqua d'oxygène. Ses poumons étaient sur le point d'exploser. Son cœur battait à vive allure. Il voulut expirer par la bouche, mais le poulpe bloquait sa respiration. Il souffla alors par le nez et ne put rien faire d'autre qu'inspirer de toutes ses forces. Au bord de la panique,
Il s'attendait à ce que de l'eau de mer le noie. Mais c'est de l'air qui entra dans ses bronches, à sa plus grande surprise. De l'air à l'odeur de poisson pas frais. Le poulpe sur sa tête lui permettait de respirer. Il s'efforça de se calmer rapidement. Lorsqu'il y parvint, il analysa la situation. Il distinguait encore la lumière à la surface, une quarantaine de brassées au-dessus. Mais, en dessous, il ne voyait rien. L'obscurité s'installait progressivement, et le boulet commença à briller. Il essaya de nager vers le haut, mais c'était peine perdue. Il ne put que ralentir sa chute. Alors qu'il s'épuisait à tenter de remonter, il discerna une lueur qui se rapprochait de lui. Ses yeux lui faisaient mal, le sel de mer les lui piquait, et il avait l'impression que quelqu'un lui appuyait dessus. La lueur grossit et le rejoignit. C'était Pêcheur qui descendait à grande vitesse, attaché à son propre boulet. Il tenait aussi dans la main un engin bizarre, un genre de cylindre rempli d'une douzaine de harpons installés de manière circulaire. Sur son dos, un carquois en renfermait bien davantage. Comme Lupin, il avait un poulpe bleu sur le visage, mais pas seulement. 2 coquillages lui couvraient les yeux. Arrivé à son niveau, Pêcheur le saisit et lui mit un taquet sur le crâne. Il lui montra la direction du fond de la mer. Lupin, toujours défiant, convint qu'il valait encore mieux le suivre que de mourir d'épuisement. Il cessa donc de lutter pour se laisser couler. Ses yeux lui faisaient de plus en plus mal. Il observa les 2 coquillages dans sa main qu'il n'avait pas lâchés et, non sans répugnance, décida de les placer sous ses arcades, tout comme Pêcheur. La sensation de ventouse des mollusques le dégoûta, mais la douleur s'interrompit. Seules les chimères visuelles des lueurs de son boulet et de celui de Pêcheur, qui avait dû imprégner ses rétines, étaient visibles sous ses paupières closes, recouvertes des coquilles nacrées. L'obscurité autour était totale. Les illusions perdurèrent. Le poids de l'eau sur sa peau augmentait chaque seconde. Au bout d'un moment, il aperçut que la lumière de la pierre à laquelle Pêcheur était accroché grossissait de nouveau. Quelques secondes après, sans savoir à quelle profondeur il se trouvait, il vit apparaître des lignes rayonnantes bizarres qui semblaient dessiner l'esquisse d'un relief. Il n'y avait aucune couleur, aucun plein, seulement les contours d'une formation rocheuse. Pourtant, ses paupières étaient absolument closes. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours? Il heurta alors violemment le fond. Il s'embourba, puis s'étala lamentablement dans un ralenti d'une brutalité exaspérante. Il allait bien plus vite qu'il ne l'aurait cru. Chapitre 9, première. Lupin sortit peu à peu de sa sorpeur. La fameuse sorpeur dans laquelle on se retrouve quand on est... Sorpé. N'arrête pas de te dire que les donzelles sont dangereuses. Vas-tu me croire à la fin au lieu de te rendre bédin dès que tu... Bredin. Bredin. C'est un mot que je n'emploie plus. Tout à fait. Il n'y a toujours pas le moindre souffle de vent. Ah putain, je l'ai pas noté. Faudrait que je te fasse. Ouais. Un gros pain dans la gueule. Allez, vas-y.